Bien, maintenant qu'on a vu et qu'on a présenté le marché et les conditions finalement d'un marché concurrentiel, ce qu'on appelle la concurrence pure et parfaite, eh bien, on va essayer maintenant de se servir de cette notion, de ce concept, et essayer de comprendre de quoi ça parle exactement. Alors, on reprend notre graphique du marché de concurrence. Donc, on va prendre une demande en violet et on va prendre une offre. Ici s'échangent des quantités, donc des grands volumes de quantités, parce qu'il y a beaucoup de monde sur le marché, et les individus se les échangent à certains prix. Bien. Alors, quand on se fait rencontrer offreur et demandeur, on a des offreurs qui, en fonction du prix qui va être décidé et négocié, sont prêts à demander un certain nombre de quantités. Et on a des demandeurs, pareil, qui, en fonction du prix qui va être décidé, sont prêts à demander un certain nombre de quantités. Bien. Donc intuitivement, quand l'offre et la demande se rencontrent, ça vous le savez tous à peu près intuitivement, il y a un prix qui se dégage du fait de la rencontre entre tous ces offreurs et tous ces demandeurs. Et ce prix, on l'appelle le prix d'équilibre. On met une petite étoile pour dire que c'est un prix d'équilibre. Et il fixe des quantités échangées d'équilibre Q étoile. Alors pourquoi on dit que c'est un prix d'équilibre et pourquoi est-ce qu'on dit que ça permet d'échanger des quantités d'équilibre? Pour comprendre comment le marché fonctionne, il faut voir ce qu'il se passerait si les prix qui étaient décidés sur le marché et négociés entre offreurs et demandeurs n'étaient pas ce prix d'équilibre là. Qu'est-ce qui se passerait si le prix qui est décidé sur le marché ou forcé sur le marché, c'était P1? Au prix P1, vous voyez, on fait rencontrer le prix et la demande, qui nous donne l'égalité entre le bénéfice marginal et le coût marginal de l'individu. Et cette égalité-là, pour tous les individus sur ce marché, se fixe à une quantité QD. Alors QD, pourquoi? C'est la quantité totale demandée au prix 1. Donc je mets QD1, parce que là on est dans le cas 1, en fait. On va avoir plein de cas qu'on va numéroter. Donc dans le cas 1, on a un certain prix, P1, qui rencontre la demande. Donc les demandeurs à ce prix-là demandent une certaine quantité, QD, parce que c'est les quantités demandées, dans le cas 1. Ok, donc ils demandent, en fait, les demandeurs, ils demandent cette quantité-là. D'accord. Le prix est en fait assez élevé, ce qui veut dire qu'on est dans la partie gauche de la fonction de demande. Et comme le prix est assez élevé, vous voyez que les individus demandent relativement peu. Par contre, le prix étant assez élevé, pour l'offreur, la situation est totalement différente. La situation est différente parce que lorsque le prix est élevé, l'offreur peut offrir plus, se permettre d'offrir plus et de supporter le coût de la dernière unité plus élevé à mesure qu'il augmente la production, puisque le prix étant plus fort, il peut se permettre de produire plus pour des coûts marginaux plus forts. Donc lui, ce prix plus élevé l'intéresse. Et les offreurs sur le marché sont prêts, en général, dans leur globalité, à offrir une certaine quantité offerte. Donc on est des quantités dans le cas 1, et ce sont des quantités offertes, donc QO. Donc les offreurs, eux, vous voyez, ils sont prêts à offrir QO1. Et QO1, en fait, si on regarde, c'est quelle quantité? QO1, c'est cette quantité-là. D'accord? On a tout ça qui est offert, seulement ça qui est demandé, donc il y a effectivement des quantités offertes. Ça, on va écrire la conclusion. Conclusion, c'est quoi? Bien, c'est que les quantités offertes, dans la situation 1, sont supérieures aux quantités demandées. Et ça, c'est quand le prix est supérieur au prix d'équilibre des marchés. Donc quand le prix est supérieur au prix d'équilibre, il est entre guillemets trop élevé, ce qui veut dire que les quantités offertes sont bien supérieures aux quantités demandées par les individus. Notez bien que j'ai parlé de quantité offerte et quantité demandée parce que on regarde ce qui se passe par rapport à un certain niveau de prix. Je n'ai pas parlé d'offre et de demande. À aucun moment donné, j'ai dit l'offre était supérieure à la demande. C'est une erreur de parler comme ça, et je vous invite à revoir les vidéos sur la demande et sur l'offre pour bien faire la différence entre l'offre et les quantités offertes, la demande et les quantités demandées. Bien. Donc quand le prix est supérieur au prix d'équilibre, on observe que à ce prix 1, les quantités demandées ici sont relativement faibles, elles sont plus faibles que évidemment les quantités offertes. Les offreurs avec un prix si élevé sont prêts à offrir beaucoup. Et donc qu'est-ce qui se passe?
Si les quantités offertes, O, QO, sont supérieures aux quantités demandées, eh bien, on ne va pas forcer les individus à acheter. Donc, le montant qui est échangé effectivement sur le marché, c'est celui-ci. Alors, comme on ne force pas les individus à acheter ou à vendre, effectivement, si vous avez moins d'individus qui sont prêts à acheter que d'individus qui sont prêts à vendre, ceux qui gagnent d'une certaine manière, ce sont tous les gens qui sont prêts à acheter puisque ce sont les moins nombreux. C'est la partie gauche ici la plus courte par rapport aux quantités offertes qui sont plutôt vers la droite et qui sont donc la partie longue ici. Et on appelle ça en fait le rationnement par le côté court. Et le rationnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'a pas assez par rapport à tout ce que les gens voudraient faire, donc on est obligé de limiter le nombre de biens qui vont être vendus. Là, dans ce cas-là, on rationne. Et donc, rationnement par le côté court. Et le côté court, c'est toujours rationnement par le côté le plus court. Ici, le côté le plus court, c'était les demandeurs, puisque les demandeurs demandaient très peu à ce prix très élevé par rapport aux offreurs qui offraient des quantités bien plus fortes à ce prix très élevé. Et donc ceux qui, d'une certaine manière, tous les demandeurs vont pouvoir effectivement acheter ces quantités-là, d'accord, à ce prix-là. Tous les demandeurs peuvent le faire. Par contre, si vous voyez là, on va le faire en rouge. Par contre, ici et là, on a cette partie-là. Vous voyez, l'écart entre les quantités offertes et les quantités demandées, ici, en fait. Donc tout ça, ça a été vendu. Donc ça c'est bon. QD1, en fait, donc la vente et l'échange. En fait, l'échange, c'est égal à la quantité demandée 1, puisque c'est le rationnement par le côté court. Par contre, ce qui reste, c'est QO1, c'était tout ça, moins ce qui a été échangé, c'est-à-dire ce que j'ai ici identifié en rouge, ou ici, c'est la même distance. Donc toute cette distance-là, c'est l'écart pour un prix P1 entre les quantités offertes là et les quantités demandées ici. Tout ça n'ont pas trouvé preneur. D'accord? Donc si ça n'a pas trouvé preneur, c'est du stock. Les entreprises, puisque le prix est supérieur au prix d'équilibre, un certain nombre d'entreprises n'a pas pu vendre son produit et ils sont donc obligés de le mettre en stock. Évidemment, à la prochaine période, qu'est-ce qui va se passer? Les entreprises qui ont mis en stock le produit réalisent qu'elles n'ont pas pu vendre toute leur production. Elles se disent donc que le prix était peut-être trop élevé et de concert, la concurrence entre les entreprises, pour attirer les consommateurs, va faire baisser le prix. Et on pourrait s'attendre à ce qu'elle fasse baisser le prix jusqu'au moment où on arrive à P étoile, le prix d'équilibre. Continuons notre analyse avec le cas inverse. Si jamais le prix qui était fixé sur le marché était, pour une raison ou pour une autre, inférieur au prix d'équilibre. Donc si on avait le P2, donc ça va être le cas numéro 2, P2 se fixait ici. Alors qu'est-ce qui se passe? On regarde. Au prix numéro 2, le prix est assez faible, vous voyez, en tout cas il est plus bas que le prix d'équilibre, ce qui veut dire que les entreprises ne peuvent pas produire beaucoup dans la globalité parce que le prix étant faible, elles sont obligées d'égaliser ce prix au coût marginal, et un coût marginal si faible, si le prix est faible, veut dire des quantités produites plus faibles. Donc les entreprises vont offrir QO2. Bien. Par contre, les demandeurs, effectivement, le prix étant faible, les demandeurs sont prêts à consommer beaucoup de ce produit puisque le prix est faible et donc le bénéfice marginal étant décroissant, les individus sont prêts à augmenter les quantités consommées jusqu'au moment où le bénéfice marginal sera égal au coût marginal. Mais comme le coût marginal est faible, les individus peuvent consommer beaucoup parce qu'il faut du temps et il faut consommer beaucoup pour que le bénéfice marginal diminue suffisamment. Donc au prix P2, effectivement, les quantités demandées ici seront QD, quantité demandée, dans le cas numéro 2. Et là, on a le phénomène en fait inverse à celui qui s'est passé. Donc là, on a quoi? On a le prix 2 est inférieur au prix de marché. P étoile. Et on constate quoi? Eh bien, on constate que les quantités offertes 2 sont inférieures aux quantités demandées 2. On est vraiment dans la situation inverse de tout à l'heure. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il y a un rationnement par le côté court. Le côté court ici, c'est qui? Qui demande ou offre le moins que l'autre? Ce sont les offreurs dans ce cas-là. Les offreurs n'offrent, si on reprend du rouge, les offreurs n'offrent que cette quantité-là. Vous voyez, cette quantité-là. Par contre, les demandeurs, eux,
il demande toutes ces quantités-là. Vous voyez? Donc il y a bien des quantités demandées qui sont supérieures aux quantités offertes. Le rationnement par le côté court veut dire que bien, ce sont les offreurs qui vont pouvoir offrir et vendre tout ce qu'ils ont prévu. Par contre, il y a certains consommateurs qui resteront sur le carreau. Ça, cette quantité-là, ici, c'est ce qui sera échangé, c'est ce qui sera vendu. Vendu, c'est-à-dire échangé entre les deux. Et évidemment, ici, bien ici, toute cette quantité-là ne trouve pas preneur. C'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est pas ne trouve pas preneur, c'est les demandeurs ne trouvent pas vendeur. Donc, comme dans la situation de tout à l'heure, on a un problème. C'est-à-dire que puisque le prix n'est pas le prix d'équilibre, on voit qu'il y a des quantités demandées qui sont nettement supérieures aux quantités offertes, ce qui veut dire que tous les demandeurs ne peuvent pas trouver le produit qu'ils recherchaient au prix qui serait le prix P2, alors qu'ils le voulaient. De même, tous les offreurs ont pu effectivement vendre leurs produits à prix P2, mais en fait, les offreurs, puisqu'ils vendent tout, sans problème, ils peuvent aussi réaliser que s'ils avaient tous vendu à un prix un peu plus élevé, ou s'il y avait eu d'autres concurrents vendant à un prix un peu plus élevé, eh bien, ils auraient pu vendre plus. Donc, vous voyez, on commence à distinguer un peu les propriétés finalement du prix d'équilibre qui va permettre effectivement d'égaliser les quantités offertes et les quantités demandées. Alors ici, vous voyez aussi que qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? On a un problème, comme d'ailleurs dans l'autre situation tout à l'heure avec les stocks. Tout à l'heure on avait des stocks, ici on a des demandeurs qui n'arrivent pas à trouver un vendeur qui peut leur vendre le produit à ce prix proposé. Et en fait, se pose un problème important qui est le problème de la sélection. C'est-à-dire que, en fait, là, on est incapable de savoir qui, chez tous ces demandeurs-là, vous voyez, tous ces demandeurs demandent QD2, donc on a tout ça de demandeurs, et on sait que parmi toutes ces quantités demandées par les individus, seules ces quantités-là vont pouvoir être vendues aux individus. Mais qui va pouvoir acheter concrètement le bien ? Eh bien, c'est une question à laquelle, bien sûr, on n'a pas de réponse, mais se poser la question nous permet déjà d'identifier un des mécanismes du prix. Le prix est un mécanisme de rationnement, ou un mécanisme, si vous voulez, de sélection. C'est un mécanisme de sélection. Quand le prix agit librement, il permet de sélectionner tous les offreurs et tous les demandeurs, il permet d'égaliser les quantités offertes et les quantités demandées, et la sélection se fait entre guillemets naturellement. Quand le prix ne peut pas fluctuer librement, quand le prix ne se fixe pas au prix d'équilibre, il y a d'autres mécanismes de sélection qui se mettent en jeu. Là par exemple, dans le cas le plus évident, qui est ce dernier cas, quand le prix est trop faible, finalement il est inférieur au prix d'équilibre, quand les quantités demandées sont supérieures aux quantités offertes, eh bien d'autres mécanismes de sélection doivent se mettre en place pour savoir qui de tous ces demandeurs qui veulent ce bien à ce prix-là vont pouvoir être les heureux élus, c'est-à-dire vont pouvoir faire partie de ces quantités-là qui seront effectivement vendues, laissant ces quantités-là sur le carreau ne trouvant pas de vendeur. Et le mécanisme de sélection le plus régulièrement utilisé dans ces cas-là, c'est la file d'attente. C'est premier arrivé, premier servi. Beaucoup d'entreprises organisent le rationnement. Si vous pensez, pour faire des effets d'annonce, si vous pensez par exemple à Apple, quand Apple sort un nouveau produit, eh bien en général, le nouveau produit, le nouvel iPad, le nouvel iPhone, eh bien les individus font la queue plusieurs jours avant pour être les premiers à se procurer l'iPhone, et souvent il y a des ruptures de stock qui sont organisées. Mais s'il y a des ruptures de stock et s'il y a des individus qui font la queue pour être les premiers justement à ne pas subir cette rupture de stock, c'est bien que quelque part le prix était beaucoup plus faible que celui qui aurait permis d'égaliser les quantités offertes et les quantités demandées. Parmi les biens qui sont les plus fréquemment sujets au fil d'attente et au premier arrivé, premier servi, ce sont les concerts. Les concerts visent souvent les jeunes, les salles de spectacle qui sont donc des effectifs très limités, même Bercy ou je ne sais pas quel Zénith dans une ville peut comporter plusieurs dizaines de milliers de places, mais ça reste quand même relativement limité quand vous avez des artistes très populaires, qui fixent des prix qui, même s'ils peuvent paraître chers, des fois une place de concert ça peut aller jusqu'à 60, 70, 100 euros, mais le concert est quand même complet très vite, ce qui veut dire qu'il y a des individus qui auraient voulu demander la place de concert ici
à ce prix, malgré tout, malgré le fait qu'il paraisse cher, plus de 100 euros parfois, eh bien vous avez quand même des individus qui étaient prêts à payer ces 100 euros et qui ne trouvent pas preneur. Ce qui veut, d'une manière implicite, nous dire que le prix n'était pas le prix d'équilibre. Alors il y a plein d'explications qu'on ne va pas voir dans le cadre de ce cours pour l'instant, qui peuvent expliquer pourquoi sur certains prix, sur certains produits, les prix ne sont pas les prix d'équilibre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché est un mécanisme de sélection. D'accord ? C'est un mécanisme de sélection par le jeu des prix. Il sélectionne les offreurs et les demandeurs. Et il sélectionne les offreurs et les demandeurs comment ? Eh bien, par la capacité des offreurs. Alors, je le dis, je l'écris, mais je l'écris mal, donc il faut que vous le reteniez vous. Hein. Il sélectionne par la capacité des offreurs à produire au prix de marché, et par la disposition à payer des demandeurs. Finalement, le marché, c'est un mécanisme qui permet de sélectionner qui va consommer quoi. Le prix d'équilibre, P étoile, il permet quoi? Il permet d'égaliser les quantités offertes, QO, et les quantités demandées. Ce qui veut dire que à P étoile, c'est-à-dire lorsque le prix a atteint son prix de marché, aucun demandeur ou offreur ne reste sur le carreau. C'est très trivial comme formulation, mais c'est pour vous donner une idée fondamentale. Au prix P étoile, aucun individu ne reste sur sa faim. Tous les offreurs, si on prend notre marché, au prix P étoile, regardez ici, vous voyez que tous les demandeurs demandent cette quantité-là, et tous les offreurs au prix P étoile offrent cette quantité-là. Donc il n'y a pas de demandeurs qui demandent ce produit et qui ne vont pas l'obtenir. Il n'y a pas d'offreurs qui veulent offrir ce produit à ce prix-là qui ne vont pas pouvoir le vendre. Donc d'une certaine manière, il y a une forme d'optimalité dans le marché puisque ça permet de sélectionner tous les offreurs désirant vendre ce produit à ce prix-là et les mettre en relation avec tous les demandeurs désirant se procurer ce produit à ce prix-là. Notez également que ce mécanisme de sélection, il dépend de la disposition des demandeurs à payer. Donc certains peuvent dire c'est injuste parce que ça va dépendre de la capacité des individus à pouvoir acheter un certain nombre de produits. Ceux qui sont plus riches finalement peuvent d'une certaine manière acheter plus de produits que ceux qui sont moins riches. À cela, il faut apporter deux bémols. Le premier, c'est que la courbe de demande est définie aussi par le bénéfice marginal. Et donc si quelqu'un n'aime pas tellement un produit, même s'il est très riche, même s'il peut se l'offrir, même si sa contrainte de budget lui permet de se l'offrir, peut-être qu'il en consommera que très peu, parce que ses goûts font que l'individu n'a pas forcément envie de consommer ce produit. C'est ce que je dis souvent, par exemple, si vous êtes très riche, vous pouvez tout à fait aller tous les jours au travail à cheval. Donc si vous êtes très riche, vous pouvez peut-être plus facilement aller au travail à cheval, et pourtant, est-ce que vous allez aller au travail à cheval? C'est pas évident, parce que c'est pas une utilisation très rationnelle des ressources, à moins d'adorer le cheval. Ça, c'est le premier bémol. Le deuxième bémol sur la critique qu'on pourrait faire du marché comme un mécanisme de sélection qui est basé sur finalement une inégalité entre les gens. Ceux qui sont plus riches peuvent plus facilement se procurer des biens que ceux qui sont moins riches, même si c'est d'une certaine manière vrai. Il faut aussi voir que l'optimalité du mécanisme de sélection, elle est également assurée quand les individus ont les mêmes ressources. Et on peut tout à fait maintenir l'optimalité, c'est-à-dire le fait que le prix d'équilibre permet d'égaliser les quantités offertes et les quantités demandées, en annulant le problème des inégalités de revenus. Par exemple, on peut tout à fait considérer que si tout le monde se voit doté de mêmes revenus, allez, on donne à tout le monde 100 euros, mais on garde un mécanisme de marché, c'est-à-dire en fait de mise aux enchères. Pour tel prix, vous demandez combien, pour tel prix, vous demandez combien, moi je suis prêt à offrir tant. Et garder donc ce mécanisme de marché pour régler la question de savoir qui va consommer quoi et qui va offrir quoi de manière indépendante du problème des inégalités de ressources.